On part d'une situation que je pense pas mal de gens connaissent. Quelqu'un se met à travailler sur soi. On investit du temps, de l'énergie, on commence enfin à voir des résultats. Et puis un jour, un proche, un ami, quelqu'un de la famille, nous regarde et lance cette petite phrase, se reproche à peine voilée, «Tu as changé». Et cette phrase, elle tombe comme un couperet. Immédiatement, c'est la culpabilité, le doute qui s'installe. Est-ce que je deviens égoïste? Est-ce que je suis en train de perdre mes amis? Ce qui devrait être une médaille, tu vois, la preuve qu'on avance, ça sonne tout à coup comme une alarme incendie. C'est exactement sur ce moment de bascule qu'on va se pencher aujourd'hui. C'est le cœur de notre source, la 54e édition de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Le titre d'ailleurs est une véritable promesse. Tu as changé. Pourquoi c'est un compliment et comment gérer le conflit? Notre but, c'est de vraiment décortiquer l'analyse qui est faite dans ce texte. On va essayer de comprendre la mécanique psychologique derrière cette réaction de l'entourage et surtout de voir quels outils concrets la source propose pour gérer la situation. L'idée de base de l'auteur est assez forte. Ce n'est pas un problème à subir, c'est la preuve que notre évolution fonctionne. C'est un sujet qui résonne pour quiconque est sur un chemin de progression. D'ailleurs, la newsletter le souligne bien, ce chemin peut parfois être solitaire. C'est pourquoi elle mentionne un espace pour échanger, le club Success Mindset Goals. C'est gratuit et ça peut être une ressource précieuse pour trouver du soutien. Tout à fait. Alors, plongeons dans le vif du sujet. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi une chose aussi positive que l'amélioration personnelle peut créer autant de friction? Ça semble totalement contre-intuitif. C'est là que la newsletter introduit un concept vraiment éclairant. L'homéostasie sociale. L'homéostasie sociale. Ok, ça sonne un peu scientifique. C'est un terme un peu technique, ouais. Mais en fait, l'image derrière est très simple. Il faut imaginer un groupe social, une famille, un cercle d'amis, comme un système qui a son propre thermostat. Un thermostat, c'est-à-dire que le groupe cherche inconsciemment à maintenir une certaine température, un équilibre où tout le monde est à l'aise, où les règles sont connues. Une sorte de zone de confort collective. Exactement. Et quand une personne dans ce groupe se met à changer, à grandir, à adopter de nouvelles habitudes, C'est comme si elle poussait le chauffage à fond dans une pièce qui était réglée sur 19 degrés depuis des années. c'est exactement ça. Ça crée un inconfort. Le système entier se sent déréglé. Et sa réaction première, presque instinctive, c'est de tout faire pour revenir à la température initiale. Donc, le «tu as changé» n'est pas tant une critique de la nouvelle personne qu'on devient, mais plutôt un «s'il t'appelait, arrête de toucher au thermostat, on était bien comme avant». C'est une tentative de nous ramener dans le rang. Précisément. Et l'auteur va même un cran plus loin avec une deuxième idée, celle de l'effet miroir. L'effet miroir. Oui, notre succès, notre discipline, notre nouvelle énergie, tout ça, ça agit comme un miroir. Et c'est un miroir qui peut être assez brutal. Un miroir qui renvoie les autres à quoi exactement? Bah, à leur propre inaction, à leur propre stagnation, à leurs excuses. Quand on se lève à 6 heures du matin pour travailler sur un projet, ça renvoie l'autre au fait qu'il a appuyé sur snooze 3 fois. Ah oui, je vois. Et c'est souvent plus facile et moins douloureux de critiquer le miroir, c'est-à-dire nous, que de regarder son propre reflet. La critique devient alors un mécanisme de défense. C'est une perspective qui change tout. Le problème n'est pas notre changement, mais la friction que ça crée. La source pose d'ailleurs des questions très directes pour aider à identifier cette friction. Oui, des questions qui forcent à l'introspection. Par exemple, qui, dans notre entourage, draine notre énergie quand on parle de nos projets? On a tous en tête cette personne qui répond par un soupir, un oui mais ou qui change de sujet. Il y en a une autre qui est particulièrement percutante. Quel petit compromis fait-on chaque jour pour éviter le conflit tout en sabotant sa nouvelle identité? C'est ce fameux «oui» qu'on dit à contre-cœur à une invitation, juste pour acheter la paix, quoi. Mais qui en réalité nous coûte un petit morceau de notre progression à chaque fois. Et la question finale de cette section est la plus confrontante. Est-on plus loyal au confort des autres ou à sa propre mission? D'accord, le diagnostic est clair, on comprend la mécanique, mais ça laisse une question un peu angoissante. On fait quoi? Est-ce qu'on est condamné à choisir entre sa progression et ses relations? C'est exactement le cœur de la solution proposée. Il ne s'agit pas de choisir, mais d'apprendre à protéger son évolution. Et pour ça, la newsletter met en avant une compétence fondamentale, un vrai bouclier. Apprendre à poser des limites. Ah, les limites. C'est un mot qui fait souvent un peu peur. On l'associe facilement à l'égoïsme, à la fermeture. On imagine la porte qu'on claque au nez de quelqu'un. Et c'est là que la source propose un recadrage.
un changement de perspective vraiment puissant. Elle nous invite à ne plus voir les limites comme un acte de pénurie. Un acte de pénurie. Oui, l'acte de pénurie, c'est celui qui dit « je garde tout pour moi, mon temps, mon énergie, je ne partage rien ». C'est une vision défensive, craintive. D'accord. Et quelle est l'alternative alors, si ce n'est pas un acte de pénurie, c'est C'est un acte d'abondance. d'abondance? Oui. Poser une limite, c'est faire une déclaration. C'est affirmer haut et fort que ces ressources les plus précieuses, le temps, l'énergie, la concentration, sont tellement importantes qu'on ne peut plus se permettre de les gaspiller. C'est dire, ma mission est trop importante, je dois protéger mon carburant. J'aime beaucoup cette idée. Ça change complètement la perspective. On ne dit pas non pour rejeter l'autre, on dit non pour dire oui à quelque chose de plus grand pour soi. La newsletter donne des exemples très parlants pour illustrer ça. Oui, l'exemple de la soirée est parfait. La version pénurie, sans limite, c'est la personne qui dit « Ah bon, ok, je viens », tout en sachant qu'elle sacrifie un bloc de travail essentiel, ce que l'auteur appelle le deep work. On y va à contre-cœur, avec du ressentiment, et au final, tout le monde est perdant. C'est ça. On n'est ni vraiment présent à la soirée, ni efficace dans son travail. Et la version abondance, avec une limite claire, ça donnerait quoi? Ce serait quelque chose comme Merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche vraiment. Je ne peux pas ce soir, c'est un créneau que je protège pour mon projet. Mais je suis 100% dispo samedi et j'adorerais qu'on se voit. » La différence est énorme. On valide la personne, on montre que le lien est important, mais on protège sa mission. On protège son actif numéro 1, sa capacité de concentration. Il y a un autre exemple qui parlera à beaucoup de monde, je pense. C'est celui de l'ami qui a l'habitude d'appeler pour déverser sa négativité. Ah oui, l'approche sans limite, c'est de subir en silence pendant 1 heure et de raccrocher en se sentant complètement vidé. Exactement. L'énergie est siphonnée. L'approche abondance serait de dire avec bienveillance, mais fermeté, j'entends que c'est difficile pour toi, mais je dois te dire que je n'ai pas l'espace mental pour absorber ça maintenant. J'ai besoin de protéger mon énergie. C'est un acte de respect de soi, en fait. Et paradoxalement, ça apprend à l'autre à nous respecter davantage. Sur le papier, c'est séduisant, c'est clair, mais en pratique, pour quelqu'un qui a toujours cherché à faire plaisir, qui a une peur bleue du conflit, ça peut sembler une montagne à gravir. La source propose des étapes, hein. Tout à fait. L'auteur sait que c'est un changement de paradigme. Avant même de donner un plan d'action, il insiste sur 3 vérités à intégrer. Un peu comme un nouveau système d'exploitation mentale. D'accord, un travail sur l'état d'esprit avant de passer à l'action. Quelle est la première vérité? La première est très simple et très puissante. Un non à une distraction est un oui à sa mission. Chaque fois qu'on refuse un truc qui n'est pas aligné avec ses objectifs, on ne fait pas qu'éviter une perte de temps. On réaffirme ce qui est prioritaire. Voilà, c'est un acte de construction de sa nouvelle identité. Chaque non est une brique de plus sur le mur de notre projet. Je vois. Ce n'est pas un refus, c'est une affirmation. Ça aide à déculpabiliser. Mais il reste la peur de la réaction de l'autre, de créer un conflit. C'est le sujet de la deuxième vérité. Les limites apportent de la clarté, pas du conflit. C'est une nuance essentielle. Une limite, c'est un mode d'emploi pour interagir avec nous. Voilà comment je fonctionne maintenant. Le conflit, s'il y en a un, il ne vient pas de la limite elle-même. Il vient du refus de l'autre de respecter ce mode d'emploi. C'est ça. Et sa réaction en dit beaucoup plus sur son besoin de contrôle que sur notre soi-disant égoïsme. C'est très responsabilisateur, on n'est pas la cause du drame. Et la troisième vérité, j'imagine qu'elle suit cette logique. Oui, la troisième est peut-être la plus dure à entendre, mais c'est la plus libératrice. On apprend aux autres comment nous traiter. Si par le passé, on leur a appris qu'on était dispo 24/7, Alors, il est de notre responsabilité de leur réapprendre les nouvelles règles du jeu. Avec patience, mais fermeté. c'est un processus d'éducation en fait. D'accord. Intégrer ces vérités, c'est un vrai travail. Mais j'imagine que la source ne s'arrête pas là. Comment on transforme ça en action concrète au quotidien? C'est là qu'intervient le plan pratique en 4 étapes. Un plan conçu pour poser des limites sans drame. La première étape, c'est un diagnostic. L'auteur l'appelle l'audit énergétique. Audit énergétique, ça sonne un peu technique. C'est quoi? L'idée est toute simple. On prend une feuille, on liste les gens qu'on a vus et les activités qu'on a faites la semaine passée. Et à côté de chaque item, on met un plus si ça nous a donné de l'énergie et un moins si ça nous en a drainé. C'est malin. C'est un moyen très visuel d'identifier les fuites d'énergie. Exactement. Et la conclusion logique, c'est de commencer par poser des limites sur tout ce qui porte un non. Une fois qu'on a identifié ou posé la limite, la deuxième étape, j'imagine, c'est... comment le dire? C'est ça, c'est le script du non positif. C'est une formule en 3 temps.
D'abord, on valide la personne. Merci de penser à moi. J'apprécie vraiment l'invitation. Ça montre que le lien est préservé. Ensuite, le non doit être clair. Pas de je vais voir, peut-être. Surtout pas. Un non ferme et calme. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi cette fois. Et enfin, la troisième partie, qui est optionnelle. Si on le souhaite, on propose une alternative. Par contre, je suis dispo mardi si tu veux. Très bien. Mais on connaît tous des gens plus insistants que d'autres, ceux pour qui un non est le début d'une négociation. Pour eux, il y a la troisième étape, le disque rayé. Ça demande du sang-froid, mais le principe est simple. On répète calmement la même phrase de refus, sans changer un mot et surtout sans jamais ajouter de nouvelles justifications. Pourquoi c'est si important de ne pas se justifier davantage? Parce que chaque nouvelle justification, c'est une porte ouverte à la négociation pour l'autre. C'est un point faible à attaquer. Si on dit je peux pas, je suis fatigué, et l'autre répondra mais non, ça va te faire du bien. Alors qu'en répétant simplement « comme je te l'ai dit, ce n'est pas possible pour moi ce soir », On ferme la discussion, on ne donne aucune prise. ça demande de l'entraînement, c'est sûr. Et quelle est la dernière étape de ce plan? C'est l'étape la plus introspective, un travail pour soi-même, le contrat d'identité. Il s'allie d'écrire noir sur blanc, comme un contrat qu'on passe avec soi-même, ce que sa nouvelle identité n'accepte plus. Par exemple? Par exemple, moi, dans ma nouvelle version, je n'accepte plus les critiques non constructives sur mes projets, ou je n'accepte plus de sacrifier mon sommeil pour des futilités. Le fait de l'écrire, de le formaliser, ça le rend réel et non négociable. C'est une démarche très complète. Pour ancrer tout ça, la newsletter se termine par une suggestion de lecture, n'est-ce pas? Oui, et le titre est assez connu et provocateur. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Ah oui. Au premier abord, on pourrait penser que c'est un livre sur le cynisme, mais le lien avec le sujet des limites est en fait très profond. Il est central. L'idée fondamentale de Manson, c'est qu'on a tous un capital énergie qui est limité. On ne peut pas tout prendre à cœur. Il faut choisir ses combats. Et poser des limites, c'est précisément l'outil qui permet d'opérer ce tri. C'est le mécanisme par lequel on décide activement où on investit son énergie. C'est exactement ça. Le livre de Manson fournit la base philosophique. Il aide à décider que sa mission, sa croissance, mérite ce capital et que la peur du conflit ou le besoin d'approbation des autres, eux, ne le méritent pas. C'est l'art de choisir de quoi on se soucie vraiment. C'est l'art de dire « je choisis de me soucier de ma progression et donc je dois apprendre à moins me soucier de la résistance que ça génère ». La boucle est bouclée. On revient au point de départ. Le tu as changé n'est plus une attaque à craindre, mais un indicateur. Un indicateur qu'on a choisi les bons combats. Soit, si on devait synthétiser les grandes idées, le point de départ, c'est ce changement de perspective. Entendre « tu as changé » est en fait le signe d'une victoire, la preuve qu'une évolution est en cours. Absolument. Et il faut accepter que cette évolution va inévitablement créer de la friction. C'est un test, un passage quasi obligé. Et face à ce test, l'outil essentiel, le bouclier, ce sont les limites, vues non pas comme un acte égoïste, mais comme un acte d'abondance pour protéger son temps et son énergie. C'est le bouclier qui protège la mission. Et la conclusion de la newsletter tient en une phrase, ne jamais sacrifier sa mission pour le confort des autres. D'ailleurs, l'auteur ne nous quitte pas comme ça. Il termine avec une question, une sorte de défi pour la semaine. C'est une question simple mais très engageante. La voici. Quelle est la toute première limite, même petite, qu'on peut poser dès cette semaine pour commencer à honorer sa nouvelle identité ? Merci d'avoir exploré cette analyse avec nous. Le sujet est dense et offre vraiment des clés pour débloquer pas mal de situations. Et si cette réflexion a fait écho, n'hésitez pas à explorer les ressources mentionnées, comme le Club Success Mindset Goals. C'est un espace gratuit qui peut permettre de poursuivre la conversation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, prenez soin de votre énergie.